4,9%, c'est le taux d'inflation officiel au niveau de l'Union européenne. 4,9% pour ne pas dire 5%, naturellement le chiffre est complètement bidon. Je ne vois pas comment on arrive à 4,9% d'inflation par an, alors que nous avons 15% d'augmentation par an des prix de l'énergie, notamment du pétrole, du gaz, mais aussi de l'électricité. Nous avons plus de 15% d'augmentation sur l'année sur les produits alimentaires de base, plus de 15% aussi d'augmentation sur les impôts locaux. Bref, comment on arrive à 5%, et bien simplement on a introduit dans le panier de la ménagère des produits de type smartphone ou de type télévision à écran plat pour faire baisser la moyenne et pour arriver seulement à 5% d'inflation. L'arnaque est bien ficelée puisque les retraites vont être valorisées de 4 ou 5%, les traitements des fonctionnaires vont être valorisés de 5%, les indemnités chômage vont être revalorisées de 5%, et puis pendant ce temps-là, les prix, eux, ils augmentent de 15%, donc vous perdez 10% par an, comme ça pendant 5 ans, et au bout de 5 ans, vous avez perdu 50% de pouvoir d'achat. On est en plein dans l'arnaque inflationniste, Macron l'inflation, Macron l'arnaque, voilà, c'est un petit peu le système dans lequel on est aujourd'hui, au niveau mondial, hein, parce que ce n'est pas que Macron en France, c'est bien évidemment le cas aux États-Unis, c'est le cas au Canada, c'est le cas dans pratiquement tous les grands pays industrialisés. La Suisse est un petit peu plus à l'abri parce qu'elle a une monnaie beaucoup plus forte. Et puis, le corollaire de cette inflation, c'est bien sûr l'explosion des bénéfices, explosion à la hausse d'un certain nombre d'entreprises du capitalisme de connivence que nous connaissons bien, les Veolia, les Suez, les Vinci, les Bouygues, etc. Toutes ces entreprises qui vivent des commandes publiques, elles connaissent aussi l'inflation de leurs bénéfices. Et puis, nous avons aussi une inflation au niveau des crypto-monnaies. Et là, c'est quelque chose qui est intéressant à analyser, puisque les crypto-monnaies, c'est à la fois un risque, mais aussi surtout une opportunité pour les particuliers, une opportunité justement pour sauver, en tout cas ce qu'il peut l'être, au niveau de son patrimoine. Donc c'est le sujet du jour, et sachant qu'effectivement il y a crypto-monnaie et crypto-monnaie, vous avez le Bitcoin, le Ripple, et notamment l'Ethereum, et l'Ethereum qui pose un problème théorique, un problème doctrinal, et c'est le sujet du jour, l'arnaque inflationniste à l'Ethereum. C'est parti. Dans le petit monde des crypto-monnaies, il y a à boire et à manger. En 2005, Ripple a été lancé. Là, c'est la première soi-disant crypto-monnaie qui est en réalité une monnaie électronique centralisée qui a connu un certain succès il y a donc quelques années et qui aujourd'hui est relativement marginalisée. En 2009 est lancé, début 2009, le Bitcoin. Le Bitcoin qui est la crypto-monnaie aujourd'hui majeure. J'ai fait une vidéo il y a très longtemps. C'est la première vidéo d'ailleurs que j'ai fait comme en Bodas sur le Bitcoin à $1 million. Je persiste et je signe, et on va y revenir. Et puis vous avez une monnaie qui... alors, en parallèle avec le Bitcoin, beaucoup de crypto-monnaies ont été basées sur le modèle du Bitcoin, notamment une crypto-monnaie qui s'appelle le Zinecoin, qui est une escroquerie que j'ai dénoncée il y a quelques années, une petite escroquerie africaine qui s'est complètement écroulée. Je vous le mets en animation, le graphique qui prouve l'écroulement du Zinecoin, que j'avais eu totalement raison sur ce sujet. J'avais eu raison également sur le Bitcoin, j'ai fait une première vidéo, le Bitcoin était à 3-4 000 $, aujourd'hui on est plutôt autour de 60 000, donc j'ai eu là aussi plutôt le nez creux, mais pour des raisons encore une fois fondamentales. Et puis il y a quelques années, en 2014-2015, a été lancé l'Ether, le projet Ether, avec une crypto-monnaie qui s'appelle l'Ethereum, et aujourd'hui en termes de capitalisation, l'Ethereum est à un niveau très très élevé. Là je vous mets effectivement les graphiques qui comparent le prix de l'Ethereum en euros, donc en euros, donc là c'est la courbe en vert, et en jaune c'est le prix de l'Ethereum en Bitcoin, depuis l'origine, mais également depuis un an, donc voilà les deux graphiques, le premier depuis l'origine, le deuxième depuis un an, et voici aussi le graphique, le Bitcoin en Ether, qui vous permet de voir effectivement qu'il n'y a pas trop de variations entre le Bitcoin et l'Ether. Il y a une stagnation, une stabilité globalement depuis 2017.
Je vous mets aussi dans le graphique le market cap, c'est-à-dire la répartition, la dominance des crypto-monnaies. Donc le Bitcoin qui est en orange, orange beige, et puis l'Ethereum qui est en bleu-gris. Et nous voyons effectivement donc en year-to-date, donc depuis un an, et puis également le deuxième graphique, donc la capitalisation depuis l'origine. On voit effectivement cette grande distinction entre le pourcentage de dominance du Bitcoin qui était très important autour de juillet 2013 et qui aujourd'hui s'est beaucoup réduit, et puis l'Ethereum qui a beaucoup progressé également en termes de pourcentage de dominance sur le marché. Aujourd'hui, donc le Bitcoin représente un peu plus de 50% des capitalisations sur les crypto-monnaies, et l'Ethereum domine sur les monnaies, on va dire, alternatives. Alors la grande différence entre le Bitcoin et l'Ethereum, c'est que le Bitcoin est en quantité limitée sur Terre, il sera limité à 21 millions de Bitcoin en l'an 2140, donc la production de monnaie va se produire à peu près jusqu'en 2140, de manière dégressive et de manière de moins en moins importante. Aujourd'hui, plus de 85% des Bitcoins ont été déjà produits, et puis alors que l'Ethereum, lui, est en quantité illimitée. Donc l'Ethereum fonctionne en fait comme l'euro, comme le dollar, comme le yen, comme toutes les monnaies fiat, comme toutes les monnaies fake, ce qui se traduit par l'inflation des prix. L'inflation des prix que nous constatons aujourd'hui, les prix à la consommation, les prix des biens alimentaires, les prix de l'énergie, sont largement le fait de l'émission en quantité illimitée de monnaies fiat, de monnaies comme l'euro, comme le dollar. Et l'Ethereum fonctionne de la même façon. Alors la question qui se pose, c'est comment ça se fait que cette monnaie qui fonctionne évidemment comme une monnaie fiat, qui s'appelle l'Ethereum, n'ait pas beaucoup de variations avec le Bitcoin, progresse pratiquement en parallèle, et en termes de capitalisation, finalement, c'est quelque chose qui est assez comparable. Alors c'est quand même assez troublant. Alors la raison, il y a deux possibilités. La première, c'est que l'Ethereum est surcoté, effectivement, donc on peut évoquer ce point-là. Le deuxième, c'est que l'Ethereum a des caractéristiques techniques qui sont très supérieures. En fait, c'est faux, puisqu'effectivement, l'Ethereum permet de faire des transactions plus rapides et pour un coût énergétique plus faible. Mais aujourd'hui, avec Lightning Network sur le Bitcoin, on a résolu ce problème, et donc en réalité, l'argument technique ne tient pas. Donc il reste effectivement que l'argument spéculatif. Bon, on pourrait dire la spéculation, elle a lieu aussi sur Bitcoin. Donc pourquoi est-ce que il y a aussi peu de différence en termes de prix entre Ethereum et Bitcoin, alors que effectivement, les caractéristiques techniques sont très très différentes. Et la réponse que je donne, c'est que la plupart des investisseurs sur les crypto-monnaies fonctionnent en purs spéculateurs, et en fait n'ont pas compris véritablement le projet politique anarcho capitalistes de Bitcoin. Ils investissent dans la crypto-monnaie parce que c'est la mode d'investir dans la crypto-monnaie, parce que l'Ethereum effectivement a des coûts de transaction très faibles et permet des transactions très rapides. Voilà, donc on investit dans l'Ethereum, mais en réalité, ils n'ont pas compris que l'Ethereum était une monnaie fiat comme l'euro, comme le dollar, et que à terme, le Bitcoin vaudra beaucoup plus que l'Ethereum, vaudra beaucoup plus, 10 fois plus, 100 fois plus, 1000 fois plus que l'Ethereum, et que naturellement toutes les crypto-monnaies, que les monnaies fiat, euro, dollar, yen, dollar canadien, etc., etc. Donc je pense qu'effectivement les investisseurs sont aujourd'hui encore dans une phase de spéculateur, et que l'investissement en Bitcoin aujourd'hui est encore très très rentable. Et le Bitcoin en fait n'est pas du tout surcoté, il est même complètement sous-coté par rapport à sa caractéristique technique qui est qu'il est en quantité limitée sur Terre et qu'on en produira de moins en moins, alors que l'Ethereum au contraire est en quantité illimitée et qu'on en produira de plus en plus. Donc à un moment donné, les courbes vont se détacher et on va avoir une capitalisation du Bitcoin qui va très 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 fortement augmenter, et une capitalisation de l'Ethereum qui elle va stagner comme celle, ou va stagner comparativement, ou va régresser en termes relatifs, comme les monnaies fiat, comme l'euro, comme le dollar. Ça, c'est une évidence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour faire un petit peu du survivalisme financier ou du survivalisme économique, il est tout à fait conseillé encore aujourd'hui, bien que le Bitcoin soit aujourd'hui à 50 000 ou à 60 000 $, d'investir dans le Bitcoin. Alors vous pouvez investir 100 euros, 100 $, pas forcément une forte somme, mais si vous avez cette perspective de multiplier par 10, par 100, peut-être par 1000 votre capital, bah, ça reste encore aujourd'hui, le Bitcoin reste une très très bonne affaire, il est très très fortement sous-coté. C'est ce que nous enseigne ce comparatif de
de courbe, ce comparatif de prix et ce comparatif de capitalisation entre le Bitcoin et l'Ethereum, de crypto-monnaies, mais qui ont effectivement des caractéristiques économiques, fondamentales et philosophiques très différentes. Donc voilà comment on peut effectivement survivre, en tout cas essayer de sauver une partie de son épargne, une partie du fruit de son travail, puisque finalement c'est cela dont il s'agit, et bien en investissant encore aujourd'hui dans le Bitcoin. Ça n'est pas trop tard, c'est pas parce qu'on est à 60 000, et même si demain le Bitcoin monte à 100 000 ou 200 000 ou 600 000, ça restera encore une bonne affaire. Moi je pense effectivement si le marché était réaliste et si les investisseurs étaient complètement réalistes, on aurait un Bitcoin aujourd'hui effectivement à 600 000 ou 1 million de dollars. Or aujourd'hui on est à 60 000. Pour moi c'est vraiment franchement pas cher du point de vue encore une fois fondamental. Alors maintenant je ne peux pas vous dire quand est-ce que le Bitcoin va monter à 1 million de dollars ou voire beaucoup plus, peut-être dans un an, peut-être dans un mois, peut-être dans 5 ans, je n'en sais strictement rien, mais c'est vrai qu'à terme c'est ce qui va se passer. Il y aura effectivement une séparation des cours et une séparation des courbes de manière très massive pour des raisons, encore une fois, très économiques fondamentales. Voilà, merci à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt.